pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 53. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et là, on va parler un peu de tout parce qu'on a décidé de faire ce qu'on appelle un épisode relax. Et les épisodes relax, c'est les épisodes, comment on les appelle, les épisodes FAQ. C'est vous qui nous posez des questions et on fait le tri dans toutes les questions qui arrivent. Et on détermine un peu le programme et on se tape la discute en fait. Et pour taper la discute avec moi, qui d'autre que de mieux que Benjamin François, alias Quix, de l'autre côté du globe. Eh ben salut Daniel, salut les auditeurs, et c'est vrai que les épisodes FAQ, c'est les épisodes comme tu dis relax, c'est ceux où on avait un peu la flemme de préparer, où on n'avait pas trop d'idées de sujets, et c'est toujours pratique d'avoir des petits épisodes comme ça sous le coude, et comme on a des auditeurs très sympathiques qui ont plein de questions super intéressantes, et ben voilà, ça nous arrange bien. En une heure, pouf. Alors non, on avait des sujets de conversation, mais on s'est dit, on veut se la jouer vraiment relax, on est encore en janvier, c'est une période de, tu sais, post-rodage, et en plus, aujourd'hui, je crois qu'à l'heure où on enregistre, c'est quand même c'est Noël en Russie. Donc voilà, on peut se dire que on a encore une semaine de laps de temps où c'est le nouvel an encore dans une semaine en Russie. Donc voilà, c'est une période où tout le monde est bourré là-bas. Et voilà, c'est une période de fête qui dure 3 semaines. Tout le monde est bourré en Russie, surprenant. Non, on avait des sujets aussi qui nécessitaient la présence d'un invité, les invités étant pas forcément toujours disponibles, c'est sûr que ça nous arrangeait pas. Donc c'est relax, comme tu l'as dit. Ce sera le maître mot de cet épisode. Alors, on a quand même des recos à la fin, et on commence bien évidemment par des petites actus, en sachant que, c'est comme tu disais, c'est un peu la période où on a pu jouer aux jeux vidéo, se la couler un peu plus... Ouais, enfin vraiment, c'est un peu l'air du temps. Moi, je me tape des films que j'avais pas eu le temps de regarder cette année, c'est vraiment une période assez plaisante. Je sais pas si tu peux en profiter, alors quelle est ton actu ? Bah moi c'est vrai que j'ai 12 000 séries de retard sur Netflix, mais non en fait j'ai plutôt joué puisque j'ai terminé Yakuza 2 et je l'ai terminé en beaucoup trop de temps puisque j'ai passé beaucoup trop de temps à faire tout sauf la quête principale. Tu vois, j'ai beaucoup joué au blackjack, j'ai beaucoup dragué des hôtesses, j'ai aussi été un gigolo, j'ai géré un club d'hôtesses. Enfin bref, j'ai fait à peu près n'importe quoi sauf la quête principale et puis finalement il y a eu un moment où il a fallu s'y mettre. Et j'ai donc terminé Yakuza 2 avec son boss de fin qui, en fait c'est pas le boss de fin, en fait si, c'était peut-être lui déjà le boss de fin, mais complètement abusé avec un quick time event fumax à la fin, que si tu le rates faut se retaper tout le combat. Mais ça y est, c'est fait, ce n'est plus à faire, j'ai terminé Yakuza 2, je vais pouvoir attaquer Yakuza 3. Est-ce que de mémoire, c'est bien le mec qu'on soulève et à un moment on le fait tomber sur une table basse? Je me souviens il y a un QTE sur une table basse. C'est le 1 ça, c'est dans le 1. Ah, c'est dans le 1. Mais en fait, tu sais qu'il y a un petit problème avec les Yakuza, c'est qu'à chaque fois, ça se termine en haut d'un grand immeuble qui explose. Alors ça, c'est la fin du 2. C'est la fin du 2, et effectivement, t'es en haut d'un immeuble en construction, et il y a une bombe, et voilà. Et à chaque fois, il y a un truc qui explose à la fin. Mais depuis, j'ai commencé un nouveau jeu vidéo. J'ai commencé 2 nouveaux jeux vidéo. J'ai commencé Quantum Break parce que je l'avais pris en solde et que je l'avais pas démarré. Et pour l'instant, j'ai joué 10 minutes. Hein. Mais alors, je suis épaté par les modélisations faciales. On reconnaît vachement bien Aidan Gillen, le mec de Game of Thrones qui joue Peter Baelish, qui est modélisé. Ou alors, si c'est pas lui... Ah ben il y a un perso, c'est lui quoi. Littlefinger est modélisé dans Quantum Break. Est-ce qu'il joue aussi mal? Et en fait on reconnaît, mais il parle comme ça. Benjamin François. En fait, début, have you been into the Londoners? Au début, quand j'ai vu sa tête, j'ai dit putain, il me rappelle quelqu'un, et quand je l'ai entendu parler, j'ai fait oh putain, c'est lui. Et honnêtement, si c'est pas lui, l'acteur il l'imite super bien. J'ai pas regardé le générique, j'ai pas vérifié, mais je pense que je suis à peu près sûr que c'est lui. Mais non, plus sérieusement, j'ai passé plus de temps sur un jeu qui m'a été offert par 60, qu'on salue, qui s'appelle Getting Over It with Bennett Foddy. Et avant de parler de Getting Over It, je vais te demander, Daniel, est-ce que tu as joué à un jeu qui s'appelle Coop?
QWOP. Ah oui, quoi, bien sûr. Alors, tu connais Coop? Et j'ai joué à sa version évoluée qui s'appelle Metal Gear Solid 5. Tu travailles dans un hôpital et tu marches et tu titubes et c'est ça. Alors, Coop, on va... T'as jamais pensé, genre, le début de mes MGS5, c'est tellement coop, Daniel, quoi. Je n'ai fait que le premier MGS. Donc, je n'ai putain, pas c'est joué à vrai. MGS5. T'as jamais vu, ne serait-ce qu'une intro, un trailer? Ah, si, j'ai vu les trailers de Phantom Pain, donc voilà. je me rappelle de ça, mais j'ai pas joué à ça. Le mec dans l'hôpital, c'est coop. Mais donc Coop, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était un jeu en flash où tu diriges un personnage ragdoll en utilisant les touches QWOP. Et le but du jeu, c'est de courir un 100 mètres. Et ça paraît simple comme ça, mais à partir du moment où on a essayé le jeu, on se rend compte que c'est pas simple du tout, puisque les deux touches dirigent les jambes, en tout cas les tibias et les cuisses du personnage. Et donc pour réussir à courir, c'est extrêmement difficile et il est même fréquent de terminer avant la ligne de départ en fait. Donc Coop, c'était le premier jeu de Bennett Foddy, et donc Getting Over It with Bennett Foddy, comme son nom l'indique, c'est un nouveau jeu du même auteur que Coop, où on dirige un personnage dont le visage d'ailleurs ressemble étrangement à celui de Bennett Foddy, et qui a le corps, en tout cas à partir de la taille, le bas du corps à partir de la taille, dans une espèce de chaudron, et qui se déplace en manipulant une espèce de masse. D'ailleurs, c'est une masse. Et donc, tu manipules la masse avec ta souris ou au trackpad pour progresser, puisque tu ne peux pas utiliser tes jambes. Et le but du jeu, c'est donc d'escalader, ce qui au début ressemble à une montagne et au final ressemble à un espèce d'empilement complètement improbable d'objets. Donc, il faut oublier tout ce qui est pesanteur pour le décor en tout cas, puisque la physique du marteau, elle, et du personnage, a priori, sont plutôt réussis. Mais c'est un jeu qui est une frustration extrême. Et le type, il a tout compris. C'est le jeu ultime pour les streamers, parce que regarder un type galérer sur Getting Over It, c'est à mourir de rire. Et moi, personnellement, hier, j'ai essayé d'offrir le jeu à Henri Michel parce que je me disais ça va être à chier de rire. J'ai vu qu'il l'avait déjà, donc maintenant j'attends les streams, Henri. Si tu nous écoutes, je veux te voir jouer à Getting Over It with Bennett Foddy. Parce que moi déjà... Les gens sont prêts à payer, Henri Michel. Ah oui, je suis prêt à payer. D'ailleurs, il le sait, j'ai déjà payé pour le regarder. Ça m'avait coûté cher, un pari perdu. Mais voilà, c'est à mourir de rire, mais c'est aussi le jeu de la frustration extrême, parce que le point de détail vraiment particulier qu'il faut mentionner, il n'y a pas de checkpoint dans ce jeu. Si tu te loupes et que tu retournes au début, tu recommences du début. Et il y a des moments mais absolument atroces où tu vas faire un faux mouvement qui va t'expédier, te propulser de nouveau jusqu'à un endroit qui t'emmène au départ. Et enfin, il y a matière à hurlement. Honnêtement, il y a des passages, vous pouvez déjà regarder sur YouTube, Getting Over It with Bennett Foddy. Je pense que 99% ça va être des streamers qui hurlent parce qu'ils viennent de se planter. J'ai tellement envie d'aller voir ça. Donc voilà, c'était mes news. Donc comme tu le vois, je n'ai pas chômé. Je n'ai pas chômé. Et toi, Daniel, quelles sont tes news? J'ai allumé Steam, si c'est bien ça, ouais, c'est Steam. C'est Steam. Le mec, ça fait 3 ans que je n'avais pas, non, 2 ans que j'ai pas allumé Steam, et j'ai acheté Opus Magnum. Ah, le jeu et auquel alors, je ne comprends absolument rien quand les gens postent des trucs sur Twitter. Alors tu sais quoi, je recommande pas du tout ce jeu. C'est genre, je comprends complètement le génie du jeu, je comprends complètement pourquoi c'est intéressant, et c'est pas du tout ma cam. Genre, la logique m'échappe en fait. J'ai pas une logique mateuse en fait. Et c'est, je sais pas comment t'expliquer. C'est un genre une simulateur d'alchimie pour te faire croire que t'es un alchimiste, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc tu dois récupérer des produits que tu dois les transformer pour ensuite donner une espèce de molécule finale. Et à la fin, t'as une espèce de glyphe entier de petits atomes que tu bouges les uns avec les autres. C'est absolument fascinant quand tu réussis, mais par contre j'ai pas du tout, j'enregistre pas du tout les informations en fait. C'est pas du tout ma cam en fait. Et pourtant j'adorerais. Je crois que j'adorerais savoir y jouer, mais c'est pas du tout mon type de mécanique de réflexion en fait. Ça me rappelle une série de jeux, de vieux jeux sur micro et PC qui s'appelait The Incredible Machine. Un petit peu, où en fait tu utilisais différentes pièces, des rouages, des trucs comme des pompes à air, des pistons, des trucs comme ça pour créer un mécanisme fonctionnel. Ça me rappelle un peu ça en fait. Je suis plutôt Lego technique, et là on parle d'alchimie, c'est-à-dire il faut transformer des trucs en d'autres trucs, et j'ai du mal à imprimer le truc. Donc c'est pas 20 € que j'ai perdu. D'accord. Mais c'est 20 €, je me suis dit, bon, ok, tant pis. Mais tu peux peut-être encore te faire rembourser sur Steam si tu y as joué moins de 2 heures ou 3 heures, je sais plus. Ah, c'est bon, je crois que je suis bon. D'accord.
Je crois que je suis encore bon. Bah, il y a peut-être moyen. Je savais même pas, tu vois, je suis tellement nul à Steam, je comprends rien. Et puis de l'autre côté, bah en fait, je suis revenu de chez papa où il faisait très froid et j'ai passé un réveillon à Paris et j'ai fait avancer un peu les projets de Super Ciné Battle. Tu es dans le secret des dieux. Je suis dans le secret des dieux. Bien évidemment. Secret de Super Ciné Battle. Et c'est bizarrement un début d'année très très doux pour moi puisque j'ai pas de gros boulot pas de gros travail sur la planche. Faut que je me remette en fait à travailler de manière normale parce qu'en fait les bouquins ça prend quand même beaucoup d'énergie et du coup maintenant il faut que je me remette à faire des articles à l'ancienne. J'ai eu une année très très peu productive l'année dernière donc voilà. Et il y a un truc, un plaisir auquel je m'adonne. Je cuisine, et en fait, je cuisine tous les jours. C'est un peu j'en avais pas parlé encore ici à After Eight, mais en fait, c'est le contre-coup d'avoir un déménagé et d'avoir une cuisine plus grande, c'est que j'ai repris plaisir à cuisiner. Et en fait, ma mère a cuisiné beaucoup, et elle a essayé de me transmettre ça. Et donc, à chaque fois que je cuisine quelque chose, je me remets un peu dans la situation et je suis en train d'essayer de me souvenir. Là, aujourd'hui même, j'ai fait un plat. Dont j'ai eu les recettes 4 fois devant les yeux et puis maintenant essayer de t'en souvenir et de refaire exactement la même chose. Les résultats sont parfois pas toujours aussi bons que j'aimerais, mais par contre le fait ne serait-ce que de faire les mouvements de découpe, de préparation, ça me met dans une espèce de transe. Je peux écouter un podcast en même temps. C'est mon truc pour écouter des podcasts. En fait, je cuisine en même temps. C'est pour ça que ma consommation de podcasts c'est démultiplié encore. Je crois qu'on a fait un peu le tour quand même de notre petit segment No Life. Bah écoute, de toute façon, il y aura beaucoup de No Life dans les questions après. Oui, voilà, de toute manière, oui, vous allez voir, c'est très divers et varié. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les 2 derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Épisode FAQ, c'est vos questions, on y répond. Et puis, vous allez voir, on va se laisser un peu porter par le flot de questions. Et alors, la première nous est envoyée par Bob Morange, et je suppose que c'est Bob Morange, je ne sais pas. BM Orange, je sais pas. BM, ou alors peut-être qu'il a une BM Orange. Ouais, je ne sais pas. Difficile à dire. Pourquoi avoir choisi le format podcast pour échanger sur votre love-hate sur la pop culture? Pourquoi pas une chaîne YouTube? Allez, à toi de Wedge. C'est moi qui me lance. Bah déjà parce qu'on n'avait pas envie de montrer nos gueules. Je pense c'est la première raison. Non, plus sérieusement. Et il faut le dire aussi, c'est que montrer sa gueule, c'est une logistique différente. C'est audio matériel différent. Que sur la voix et vidéo, c'est un savoir-faire que d'abord je n'ai pas. Voilà, que j'ai pas non plus. Bon, après, c'est pas comme si l'audio on avait le savoir-faire quand on a démarré non plus. Tu parles, mais inécoutable zéro. On s'est dit que ce serait plus simple parce que acheter des micros et ensuite se démerdouiller avec un logiciel de montage, c'est plus simple que se filmer et ensuite se taper du montage vidéo. Alors du montage vidéo, j'en ai déjà fait. Mais jamais à une échelle professionnelle, hein. J'ai fait ma vidéo sur Daikatana, j'ai fait des trucs comme ça, mais je me suis bien rendu compte du temps que ça prenait et je me disais que l'audio ça serait peut-être un peu plus simple. Alors oui, dans les faits c'est un peu plus simple, ça prend toujours un temps fou, mais le format podcast, je pense que ça vient du fait que ça nous permet d'être spontané, de juste discuter simplement, tu vois, entre potes, et que c'est un format qui se prêtait plutôt bien au principe du talk show, puisque au final, montrer nos visages, j'aurais rien apporté de plus, je pense. Et en plus, on est des enfants de la radio, c'est-à-dire, j'écoutais la radio quand j'étais petit, tu écoutais de la radio, le podcast, c'est une émanation naturelle, voilà, c'est une évolution. Ça nous a semblé naturel. Et en fait, pour être plus précis, mais ça on en avait déjà parlé, c'est qu'à l'origine on voulait faire des articles, mais pour faire des articles, ça demande encore plus de temps en fait. Faire des articles à deux, à écrire à deux, c'est beaucoup plus de temps, c'est se renvoyer la copie tout le temps. Ouais, l'écriture à 4 mains, c'est plus dur en fait. C'est plus simple s'il y en a un qui écrit et l'autre qui à la limite relit et fait des corrections. mais l'écriture à 4 mains, c'est vraiment plus compliqué, donc ouais. Et comme mon métier c'est déjà d'écrire et que déjà il faut être faut essayer d'être productif alors que rien dans le monde actuel ne t'invite à être productif,
le podcast s'est imposé en fait de lui-même. Et on est content que ça plaise et que vous nous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre, parce que c'est celui-là qu'on a choisi. Voilà. Et YouTube, on a une chaîne YouTube, ceci dit. On a une chaîne YouTube avec les podcasts. Donc, si jamais vous préférez YouTube, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui apparemment préfèrent YouTube. Vous pouvez utiliser notre chaîne YouTube. Deuxième question. Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée et je sais pas vraiment comment y répondre. Donc, du coup, je te la pose, Daniel. Quel est le meilleur moyen de garder un esprit vif et réactif pour réussir à argumenter sur des thèmes tels que les comédies françaises ou encore la politique? Les comédies françaises et la politique, deux thèmes très proches, n'est-ce pas? Donc vas-y, on t'écoute. D'abord, j'ai pas un esprit vif ni réactif. Point. C'est fini. Plus sérieusement, et non, pas beaucoup plus sérieusement. Le fait d'en voir beaucoup déjà de comédies françaises, ça peut aider. Et surtout, en fait, tout ce qu'on amasse comme culture ou comme discours, en fait, ils s'entrechoquent, en fait. La politique s'entrechoque beaucoup avec la comédie, les comédies s'entrechoquent beaucoup avec les jeux vidéo, et je pense qu'en contraire, par exemple, on pourrait pas... Je pense que, je parle pas pour nous, mais par exemple, les gens qui m'intéressent le plus quand ils parlent de jeux vidéo, c'est des gens qui, justement, ne font pas que jouer aux jeux vidéo, dont je sais qu'ils ont une certaine conscience politique, ou par exemple, qui vont au cinéma, les gens qui... C'est très particulier, mais je trouve que en général, les gens qui ont une espèce de comment dirais-je, qui sont biclassés culturellement, sont plus intéressants. Je prends les journalistes rap, tu vois, ça parle c'est de l'écrit et à la fois, ou de l'audio, et à la fois ça parle de musique qui est très spécifique, et bah du coup ça donne un côté plus intéressant que juste un mec qui parlerait juste de rap. Et voilà, c'est pour prendre cet exemple-là. Je trouve que si tu veux rester un peu vif, justement, c'était ça l'objet de la question. Si tu veux rester un peu vif, il faut justement garder toujours ça, s'entrechoquer un peu ta propre culture et ce que tu regardes. Les comédies françaises, si tu les regardes comme ça, je pense que ça n'aurait pas de valeur si tu les mets pas en parallèle aussi avec ce que fait le cinéma français ou le cinéma mondial. Je regarde tout autant des comédies US que des films classiques français. Et je pense que c'est ça. J'ai pas répondu sur la politique parce que et en fait la question n'est pas forcément anglais là-dessus, mais les comédies françaises sont aussi le reflet de leur époque quand elles sortent, et donc évidemment que la politique influe dessus. Alors je sais que la question fait pas forcément lien entre comédie française et politique, et c'est nous qui le faisons parce que c'est plus commode, mais tu peux pas nier un contexte et voilà, un certain discours autour d'une comédie française. Tu vois, un truc comme À bras ouverts, d'ici 20 ans, peut-être que ça n'aura plus aucun sens, et ça en a déjà pas beaucoup à notre époque, parce que c'est profondément... comment dire? Oui, parce que je l'ai vu depuis, c'est vrai. C'est ça que tu voulais dire dans le segment de Ma Life. C'est vrai que j'ai oublié de dire dans le segment Ma Life que oui, j'ai rattrapé mon retard, j'ai regardé À bras ouverts. Bref. Et alors, t'as kiffé? C'était quelque chose, c'était une expérience. Et c'était même pas le pire, je te rappelle. Ouais, je sais que c'était pas le pire, c'est ça qui m'effraie le plus. Pourquoi, quand papa s'invite dans After Eight, l'épisode ne fait pas 2 heures? Et pourquoi Quix ne s'invite pas dans Super Ciné Battle pour que tu aies moins de boulot? Alors, les réponses sont très simples. Quand papa s'invite dans After Eight, ça ne fait pas 2 heures, car je le coupe au montage. Et pourquoi... Non, c'est pas vrai, hein. Pourquoi je m'invite dans Super Ciné Battle lors d'émissions spéciales. J'ai usé de mon droit de veto pour ne pas être là pour l'émission Resident Evil, mais pour Star Wars et pour Fast and Furious, j'étais présent. Parce que pour Resident Evil, il aurait fallu que je regarde tous les films. T'as pas fait Mission Impossible aussi? Et on a fait une émission spéciale Tom Cruise avec vous, voilà. où on a classé les missions impossibles. Oui, tout à fait. On a fait Mission Impossible et Tom Cruise, voilà. C'était un After Eight spécial Tom Cruise. Mais on a fait un Super Ciné Battle Mission Impossible. Bon, bref, en tout cas, pour les émissions spéciales, oui, je m'invite. Pour les émissions normales, c'est plus compliqué, car je n'ai pas la culture cinématographique de mes deux compères. Je l'admets sans honte. Il y a plein de films que j'ai pas vus. On n'est pas cultivés du tout. Mais on y reviendra. Mais on est des amateurs. J'essaie de rattraper ce retard en partant du haut de la liste pour ceux que j'ai pas vus. Mais voilà, je l'admets en toute modestie, je n'ai pas votre niveau de connaissance en matière cinématographique. Non, tu rigoles. Je pense que là, ça s'adresse plutôt à toi. Ready Player One dont tu as parlé, et tu as dit que c'était le pire bouquin que tu aies lu cette année? Oui, j'en ai parlé, j'ai écrit dessus, je me suis un peu épanché sur Ready Player One. Ready Player One ne serait-il pas le symptôme de notre temps? Permettre à des amateurs d'avoir l'air pointu, alors qu'au final, on a tous au fond le syndrome de l'imposteur. Qui est vraiment geek / nerd maintenant?
Alors c'est une C'est question compliqué. qui est super intéressante. Écoute, Tu je peux veux te commencer. lancer ? Ouais, je vais Vas-y. me lancer. Et je vais commencer en parlant de Ready Player One une fois de plus. Ready Player One, son principal problème, c'est que évidemment, il essaye de flatter le nerd ou le geek ou que sais-je, mais il le fait au moyen d'un inventaire à la Prévert qui n'a strictement aucun putain d'intérêt. Ready Player One serait vachement plus intelligent et vachement plus malin s'il procédait de manière plus subtile, s'il faisait des petites références qui ne perdaient pas la personne qui n'aurait pas la référence, mais qui ferait plaisir à la personne qui la note. Ça, ce serait un peu plus malin, tu vois, ce serait ah oui, tiens, là en fait ça fait référence à ce truc-là, ah c'est pas mal, c'est pas con, c'est bien vu. Ready Player One, il se contente de balancer des listes sur des pages et des pages, et franchement, ça va intéresser qui ? Enfin, je veux dire, qui en a quelque chose à foutre d'avoir une liste de 30 films des années 80 ? Et d'ailleurs, Lady Hawk a une place assez prominente dans Ready Player One, j'ai pensé à vous en écoutant Super Ciné Battle, vous en parliez. Enfin voilà, ça, effectivement, ça donne l'impression à genre, ah ouais, je connais, mais putain, mais c'est des titres de films. Ça n'a pas vraiment une espèce de discours sur une culture tout entière. C'est juste balancer des listes, balancer des noms, balancer des titres, et ça n'apporte rien. Et est-ce que oui, ça peut permettre à des gens d'avoir l'impression de finalement ne pas être un imposteur ? Bah tant mieux si ça a pu flatter leur ego, mais honnêtement, c'est pas ce que j'attends d'un livre, quoi. C'est pas ce que j'attends d'un bouquin qui n'a pas grand-chose à raconter à part balancer les références de l'auteur. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai lu le pitch de son deuxième livre qui s'appelle Armada. Rien que quand j'ai lu le nom du héros, le héros s'appelle Zach Lightman. Le mec qui déjà il y a un chapitre quasiment entier dans Ready Player One pour refaire le début de War Games, mais là le type il appelle son héros Zach Lightman. Enfin je veux dire, comment on peut être plus transparent que ça et moins subtil que ça ? C'est abrutissant pour moi. Et donc maintenant qui est sachant vraiment que c'est geek pas un nerd ? avis sur le film parce que le film sera peut-être très différent. Alors le film sera peut-être très différent, hein, même si j'ai quand même très peur. Rien qu'en voyant l'affiche où il a une jambe qui a l'air de faire 2 mètres de long, tu te dis, on sent qu'il y a du boulot derrière. Mais qui est vraiment geek nerd maintenant ? Bah écoute, je pense que c'est vrai qu'il y a eu, il y a des gardiens du temple qui vont dire oui, dans les années 80, les gens se moquaient de nous parce qu'on était nerds et tout, et maintenant c'est à la mode, et c'est des gens qui peut-être regrettent cette époque et en fait ont l'impression de se faire déposséder d'une espèce de chose qui était à eux. Je pense pas que ce soit une attitude très saine. Je pense que quel que soit le domaine, il y a toujours moyen d'être tellement à fond et tellement investi qu'on sera un geek ou un nerd par rapport au grand public qui va peut-être s'intéresser au sujet mais qui va pas forcément creuser. C'est pas parce que le grand public va voir en masse les films de la Marvel que les super-héros sont soudainement, tu vois, que c'est plus possible d'être un nerd de super-héros. Enfin, il y a une différence entre le grand public qui va connaître les films d'Avengers et le mec qui va être capable de citer Film Fam Foum, tu vois. Pour moi, il y a toujours moyen, quel que soit le domaine, de creuser plus loin. Et je pense que quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a toujours l'impression de pas être au niveau par rapport à d'autres gens qui creusent plus loin. Et ça veut plus dire grand-chose de nos jours, pour moi. Je sais pas si j'étais super clair, en fait, j'ai l'impression d'être parti dans tous les sens. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu penses de ce... Alors, je n'ai pas lu Ready Player One, sauf les extraits que tu nous as envoyés sur Twitter. Et ça a l'air un peu pathétique. Et ça m'a fait penser à une parodie, et je cite souvent Red Letter Media parce que justement, on parle de critiques de pop culture. Je trouve que les critiques de Red Letter Media, je suis pas toujours d'accord avec eux, mais par contre, ils sont toujours très affûtés. Je trouve ils voient assez juste quand même dans la manière dont on nous vend tous ces produits, tous les produits des mass médias. Et ils avaient fait une critique enfin c'est même pas une critique, ils avaient fait une vidéo de réaction, et c'était une parodie des vidéos de réaction qui sont nulles. C'est toujours des gens qui découvrent les trailers ou des gens qui déballent des trucs. Ouais. Et c'est nul parce que en général c'est surjoué, c'est pas très bien, c'est aucun intérêt aussi. Et ils ont fait une vidéo de réaction de gens qui réagissent au trailer de, je crois que c'était Rogue One à l'époque, de Star Wars Rogue One, et c'était stupide parce qu'ils ont capté exactement le côté on donne aux fans ce qu'on veut, c'est-à-dire des AT&T, waouh, des TIE Fighters, j'ai reconnu ce personnage, c'est 3PO, enfin tu vois, et ils s'excitaient, c'est à se mourir de rire en fait,
parce que ils ont complètement capté le côté un peu le fandom, tu vois, tous ces mecs genre Star Wars qui se réunissent, je prends Star Wars en particulier parce que les fans de Star Wars, il y a encore des conventions Star Wars, les mecs se réunissent entre fans de Star Wars, on leur projette le trailer et leur réaction et genre ils sont fous de joie, ils éructent à tous les événements ou tout ce qu'on leur montre, ça se rapproche un peu du rallye politique en fait, si tu regardes. C'est on vous promet ça, on vous promet que ça va être bien et c'est que des promesses en fait, hein, c'est pas ça qui rend ni les films meilleurs ni l'expérience plus intéressante. Ouais. Et du coup ouais, je crois que c'est en tout cas Ready Player One. C'est vraiment c'est ça en puissance 10 000, c'est-à-dire c'est un mec qui je trouve qui n'essaye de faire que de la citation pour avoir l'air assez pointu justement. Aujourd'hui qui est geek nerd, aujourd'hui on est quand même vraiment passé au-dessus de ça quand même. Aujourd'hui tu peux être c'est pas parce qu'on a un mot comme geek ou nerd que on doit traiter les gens qui sont fans de Lego différemment, mais tu peux dire qu'il y a des mecs qui sont uniquement fans de Lego, qui sont uniquement fans de quelque chose. Et est-ce que c'est juste un amour très spécifique pour quelque chose? Moi, je peux encore dire que je suis fan de Batman, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je renie tout le reste? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que, est-ce que ça fait de moi un faux fan des Avengers ou des X-Men, alors que les X-Men, je les ai dans le sang? Je sais pas exactement. Je pense pas avoir je n'ai pas du tout de proximité avec le syndrome de l'imposteur, pas du tout, mais parce que c'est ce que je me dis toujours, c'est que je suis égaux aux autres, je suis qu'un putain d'amateur, et c'est ce qu'on se dit souvent à Super CD Battle, on n'est pas des pros, on est vraiment des amateurs, et ce qui compte pour moi aujourd'hui, en tant que les gens ils écoutent parfois nos recos et ils découvrent parfois de nouveaux trucs, c'est que de mettre de la passion dans ce que tu ressens et surtout de la passion qui ait du sens, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi les choses sont importantes pour toi, pourquoi, et de captiver et divertir les gens. Et je crois que c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans After Eight. Donc j'ai pas du tout le principe du syndrome de l'imposteur. Ça se trouve, nos recos, ça sera des trucs vieux de 5 ans et qu'on vient de découvrir maintenant. Je pense que j'arrive même pas à dire que je suis un nerd ou un geek, alors que j'ai quand même sur ma table un bouquin de Jean-Louis Dobré, un autre de Wonder Woman, et j'ai le DVD de Shin Godzilla et aussi le comics de Jem et les hologrammes. Donc voilà, ça c'est mon univers très 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 proche. Et pourtant j'arrive même pas à dire que je suis geek ou nerd. Je suis juste un amateur et puis ça se trouve demain je vais m'intéresser à autre chose et je vais essayer de t'expliquer pourquoi c'est important pour moi ou pourquoi ça m'intéresse et peut-être pourquoi c'est intéressant. Voilà, je crois que ça résume un peu notre démarche dans After Eight. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Bah, si tu m'aurais fait chier, si tu dis, ah non. Non, alors je suis pas du tout d'accord, t'es qu'un connard. Après si longue nos deux diatribes, là. Non, je suis en désaccord avec toi, Quix. Allez, on passe à la suite. La question suivante, c'est une question de Birdseye. Alors la question d'avant, c'était de Doberman, qu'on remercie. Et il y avait Psycho sur pattes et Charles Booker. Oui, on a oublié de les citer. Voilà. Honte sur nous. Question suivante, le prochain Parle à mon Luc sera dédié à quel film? Eh bien, on va pas vous dire quel film ça va être, mais il y a un indice dans l'épisode de fin d'année. Donc après, c'est pas super dur à deviner, donc je vous invite à le réécouter, hein, refaites-nous de l'audience. Tu pourrais m'envoyer par SMS le titre, parce que je sais pas de quoi. Je crois que je t'ai envoyé une photo, puisque je l'ai reçue par la poste. Donc tu sais. Très bien. Une question qui en fait est un peu liée à ce qu'on vient de dire de Harry Potter, et c'est une question à laquelle on voulait répondre, qui est: y a-t-il un domaine culturel dans lequel vous n'êtes pas expert? Et avant de laisser la parole à Daniel, je vais commencer. À dire... vas-y. Alors, y a-t-il un domaine culturel dans lequel vous n'êtes pas expert? En fait, le plus simple est de renverser la question. C'est dans lequel on est expert. En fait, ça va beaucoup plus vite. Ah, mais moi, ma réponse, c'est un domaine culturel dans lequel je ne suis pas expert. Tous. Je ne me considère pas expert de quoi que ce soit, en fait. Ouais, alors je t'accorde que j'ai poussé la Batmanologie très loin, mais j'ai aussi lu tous les comics de Captain America sortis à ce jour. J'ai lu tous les Spider-Man. Spider-Man sortis à ce jour, je suis à jour.
Même les petites séries dérivées, même les apparitions, etc. Voilà, j'ai tout lu de Spider-Man. Mais après ça, tu vois, on n'est pas des, justement, c'est le problème, c'est que faut renverser la question. On est plus expert de choses que, on est plus expert dans de tout petits secteurs que Surtout dans que ouais. domaine culturel, c'est vachement vaste. Enfin, tu vois, Ouais. je veux dire, moi, par Dragon exemple, Quest touche ma bille, mais bon, ouais. après sorti de là, tu sais. Mais voilà, en matière de jeux vidéo, par exemple, il y a toute une génération que moi, à l'époque, j'avais zappé parce que j'étais passé sur PC, c'était tout ce qui était 32 bits, donc Saturn, PlayStation, j'ai vraiment des connaissances super vagues. Toi, le jeu PC, c'est pas ta cam. Donc voilà, et même, tu vois, sur des domaines où on touche notre bille, bah, on n'est pas expert, on peut pas se proclamer expert. Regarde, moi, j'ai vu tous les films de Kurosawa, tous, mais jamais je me proclame un expert. Je pense qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours à les regarder, à analyser ce que t'as vu. Et puis parfois un film te plaît. Quand j'avais entre 15 et 18 ans, pour moi c'était Der Suzzala le premier, le meilleur film de Kurosawa. Aujourd'hui je dirais jamais la même chose. Tes goûts évoluent aussi. Genre à 12 ans je jurais que par Is. Sur NEC, tu vois, c'était mon jeu phare et j'avais des yeux que pour ce jeu. Aujourd'hui, ça s'est un peu relativisé. J'ai Is8 là qui m'attend sur PS4, je l'ai toujours pas booté. Je veux dire, nos goûts et nos cercles d'expertise changent au fur et à mesure et c'est la vie quoi. Ça va, on a bien répondu. Putain, on a l'air vraiment modeste cet épisode, faut qu'on se le dise un peu plus. L'épisode de la modestie. Si tu devais choisir un seul ouvrage en littérature, Daniel, lequel ? C'est une question de Nader. Je choisis Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Point. Voilà. D'accord. C'est mon livre préféré. Je choisis 200 froid de Truman Capote. Et je tiens à dire, comme la question précédente, je pense que si tu m'avais demandé il y a 10 ans, je n'aurais pas répondu la même chose. Voilà. Pareil, parce qu'il y a 10 ans, j'avais pas lu 200 froid. Donc, voilà. je pense que dans 10 ans, tu me le reposes, il est possible que j'en ai un autre. Mais, Et l'avantage des Frères Karamazov, c'est que c'est un peu long en plus, donc ça t'en fait plus. Tu vois, on a bien fait de pas inviter papa, parce qu'il aurait dit Ready Player One. Ouais, c'est sûr. Voilà, à ton tour de poser question. Quel est votre parcours académique puis professionnel ? Et pourquoi BF ? Alors BF, j'hésite. Est-ce que c'est Big Fire ou Benjamin François ? Je saurais le dire. Pourquoi BF a-t-il quitté la France ? Question de Amine Ounini. BF comme best. Bonjour Amine. C'est un ami. D'accord, eh bien salut à lui. Tu veux commencer avec ton parcours académique puis professionnel ? Oh, ça va vite. Bah vas-y. Moi j'ai fait du japonais, j'ai fait aussi une école d'art. Et en fait j'ai fait plus de... j'ai tenté de faire une école artistique en fait, c'est vraiment ça mon truc à la base. Et j'ai même été Facts of Life, je l'ai jamais sorti, mais j'ai même été reçu à l'école du Louvre, mec. J'avais passé l'examen et je me suis dit il y a un truc bizarre, je me suis dit pourquoi ils veulent de moi ? Ça sent pas bon et en fait j'y suis pas allé. Mais tu vois, syndrome de l'imposteur. Tu vois que t'es non, touché. pas du tout, c'est genre je fais pas confiance aux examens, j'étais pas un mec d'examen. Et d'ailleurs, la plupart de mes études, en fait, je m'intéressais toujours aux cours un an après en fait. Genre quand on faisait civi asiatique, je m'intéressais au Tokugawa mais l'année d'après en fait, alors que l'année en cours, je déteste apprendre les cours, enfin tu vois, je déteste bachoter, enfin tu vois, bûcher ça ne m'intéresse pas. J'aime prendre plaisir, j'aime me balader dans les musées, j'aime lire des bouquins, aller dans les expos, tu vois, j'aime bien faire vivre ça et c'est pour ça que j'ai toujours été en décalage avec mes propres études. Voilà, parcours professionnel, on verra plus tard. Je suis journaliste depuis 20 ans. Et toi plutôt, toi ça va être beaucoup plus riche, je parie. Mon parcours académique, je me suis orienté vers des études scientifiques assez vite. Après, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Si tu veux, arrivé en terminale, on n'a pas la moindre idée de ce que j'allais faire. Je me suis retrouvé en maths sup où ça s'est pas très bien passé, on va dire. En fait, j'aimais bien les maths jusqu'à découvrir les maths de prépa. Et alors là, c'était un monde nouveau, un monde différent, un monde dans lequel je détestais les maths. Donc, j'ai pas voulu faire 5,5. Alors, faire 5,5, ça veut dire redoubler sa maths P. Donc, je me suis barré en fac. Et je me suis découvert une passion pour l'informatique en fait pendant que j'étais, c'était déjà au lycée. Et donc j'ai fait une fac d'info tout simplement. Et je suis allé jusqu'en DESS où j'ai décroché mon DESS. Pour les jeunes qui nous écoutent, ça veut dire Master 2 maintenant, si je ne me trompe pas. Et puis suite à ce DESS d'info, j'ai trouvé du travail en tant que ingénieur système et c'est encore ce que je fais à l'heure actuelle professionnellement. Donc tu vois, j'ai pas tellement été plus long. À chaque fois qu'on me demande ce que tu fais, je dis il est ingénieur de chiffres.
J'arrive pas à décrire ton boulot. C'est parce que quand t'étais venu à mon bureau, t'avais vu un terminal avec des lettres qui défilaient, t'avais dit putain, tu lis la matrice. Mais ouais, et en plus, ça avait la gueule de la matrice que tu regardais. Bah, c'était juste des caractères sur un terminal. Ouais, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Hein. Eh ben, soit. Je lis la matrice. Et alors, et là, tu vois, là, je vois des blondes, des brunes. Et là, je vais presque répondre à ta place. Si t'as quitté la France, bah, c'est que le travail. Bah oui, tout simplement une opportunité professionnelle. Et puis parce que j'aimais bien la culture américaine depuis tout gamin. Parce que j'ai été abreuvé aux séries télé américaines et à la musique américaine et aux films américains, et que je me suis dit tiens, j'aimerais bien voir ça de près. Et puis quand j'ai eu l'occasion, et puis, il fait beau en plus, bah je suis parti. C'est l'American Way of Life, quoi. Ouais, je serais pas parti n'importe où, hein. Los Angeles, c'était quand même assez attirant. Mais New York, t'aurais dit oui? New York, j'aurais certainement dit oui, même si quand je vois le temps qu'il y fait maintenant, je me dis que je suis quand même bien là où je suis. Bah, mais tu moins vois, 10. ça aurait été dans le trou du cul du Nebraska, j'aurais certainement réfléchi à 2 fois avant de bouger. Oh, moi, on me dit le Nebraska, demain, j'y vais, quoi. Ah non, mais j'y vais en vacances, mais j'y vais pas pour y vivre, hein, je pense. Mais tu sais que moi, au contraire, je suis plutôt un mec à climat genre l'Islande, quoi. Moi, j'aime le froid qui burinait, qui se colle à ta peau, et il faut mettre des gros manteaux, et la rando, voilà. C'est ça, moi, c'est plutôt ma cam, moi. Alors écoute, j'ai dit le Nebraska au pif, j'ai pas la moindre idée de la température qu'il fait dans le Nebraska, en fait. Donc, est-ce qu'on passe à la suite? Bah vas-y, on peut passer à la question suivante. Alors, c'est une question de François Matt, et aussi de French Phenomenon. C'est vous parlez beaucoup de comics, c'est bien. Moins de manga, j'ai compris que c'était pas tip top d'en trouver aux US, c'est pour toi. Quels sont vos recos en animation, sauf A Killing Joke, et en japanime? Alors je commence. vas-y. Alors déjà, c'est pas compliqué de trouver du manga aux US, hein. Le marché américain est en plein boom. C'est le 3e du monde. Ouais. Voilà, c'est juste que, va savoir pourquoi, j'ai une espèce de blocage, je me refuse à acheter des mangas traduits en anglais. Je ne me l'explique pas moi-même, mais non, j'achète encore mes mangas en France, enfin par correspondance, ou alors quand j'arrive en France, parce que j'ai encore des séries en cours. C'est vrai que j'ai pas démarré de nouvelles séries manga depuis très longtemps. Y a One Punch Man qui me fait de l'œil parce que coucou Greg, mais c'est vrai que des mangas, j'en achète plus beaucoup. One Punch Man qui est dans mon top de l'année de BD. Donc pour revenir à sa question, nos recos en animation, j'ai pas regardé beaucoup d'animation encore cette année, donc je vais devoir malheureusement passer mon tour. Bah écoute, ça me permet de sauter sur l'occasion puisque c'est ma reco d'avance. J'ai vu Devilman Crybaby, donc j'ai commencé. Beaucoup de gens nous ont posé des questions sur cette série, donc ça tombe bien. C'est vraiment bizarre parce que justement c'est vraiment justement celle elle vient de commencer, quoi, et en fait il y a une espèce d'engouement autour de Devilman Crybaby. Je me l'explique pas trop, en fait, et en fait c'est surtout grâce à la notoriété de son réalisateur qui avait réalisé, si je me souviens, Mind Game. Donc c'est un mec qui fait vraiment de l'animation, je sais pas comment dire, c'est de l'animation très libre et très folle, en fait. C'est le studio Science Saru, donc. Et je trouve ça assez intéressant que Netflix s'intéresse à faire des vraies séries japanimes. Je crois que c'est 10 épisodes d'abord. Ah, c'est sur Netflix, ok. Ouais, c'est Netflix. Ouais, tu peux regarder dès maintenant. Et en fait, Devilman, c'est la série préférée de Gonagai, de toutes ses créations. C'est aussi le template de énormément de séries de science-fiction qui sont venues après. Je pense à Evangelion, qui reprend dans de grandes lignes quand même l'intrigue de Devilman, X de Clamp. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de cette histoire de garçon qui va devenir tout d'un coup un démon. Et en fait, je trouve que c'est super. C'est quand tu regardes le manga, parce que j'ai le manga en plus sur mon étagère juste là. Le manga dans les années 70, c'était ultra novateur. Ça allait très loin, ça évoquait des choses sur la noirceur de l'âme, mais aussi sur le refoulement, c'est ça qui est très important. Et en plus, c'est ça qui est intéressant quand on se penche sur une société comme la société japonaise, c'est que la place de l'inconscient n'existe pas vraiment, en fait. On le voit, par exemple, qu'il y a pas de psy, par exemple. C'est un pays où il n'y a virtuellement pas de psy. Il y en a pour les gaijin, mais voilà. Sinon c'est pas un pays qui ne s'intéresse pas du tout à l'inconscient. Et Devilman est justement ça une explique œuvre. Peut-être le nombre de suicides, du coup, s'il y a aucun traitement psy, suivi psy.
Bah, ça peut expliquer énormément de choses. D'abord, faut pas juger ça, puisque en fait, c'est ce que je dis en général à Genjin Dash, c'est que de toute manière, le Japon est une société confucéenne. C'est une société qui est basée sur une autre conception de la morale et de beaucoup d'autres choses. Ouais. Et donc du coup, ils ont pas du tout, il y a pas du tout de bonne méthode de vie. Hein. C'est pas parce que tu vas voir un psy que tu as une meilleure vie et vice versa. Mais en tout cas, c'est un pays qui ne s'intéresse pas du tout à l'inconscient et précisément parce que c'est un pays qui a un inconscient collectif en fait. On pense comme une personne. Et alors l'individualisme est devenu assez présent en Asie, mais on voit ça surtout en Chine. Les Chinois sont particulièrement individualistes. Et ça, c'est particulièrement causé par 70, j'ai l'habitude de dire 70 à cause de la Russie, mais à cause de décennies de communisme. Le communisme qui justement a fini par te vendre qu'on est tous une société, mais qui au bout d'un moment, quand le marché arrive et que justement le modèle communiste part un peu en éclat, et je me demande comment j'y suis arrivé jusque là à partir de Devilman. Et donc comment le modèle communiste commence à partir en éclat, que les individualismes commencent, et c'est ce qu'on a vu en Russie et ce qu'on voit aussi en Chine. Donc Devilman, ce qui est intéressant, c'est que ça s'intéresse à une frange vraiment très particulière de l'inconscient. Il y a eu des milliards de versions de Devilman. Il y a une version pour enfants, celle qui passait à la télé, où Devilman se transforme à la fin de l'épisode pour tuer le méchant à la fin. Il y a eu une version à la fin des années 90 où c'était deux filles qui jouaient le rôle de Akira et de Ryo en fait. Et ça ne change rien dans l'absolu puisque leurs relations restent les mêmes en fait si tu regardes. Et alors, question bête, hein, est-ce que Devilman Crybaby est un complet reboot? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir vu les d'autres séries avant ou est-ce que tu peux commencer avec complet reboot, tu peux commencer avec ça. Et si tu commences avec celle-là, c'est clairement la version la plus adulte, c'est la version 16+. Il y a beaucoup de nudité, beaucoup de sexualité, énormément de sexualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Devilman, en fait, le début, c'est un gamin, un ado qui vient voir son ami d'enfance. Ils ont changé tous les deux et il y en a un qui va essayer de débaucher un peu l'autre pour faire renaître en lui le démon. Et là, tu vois clairement la débauche. Ils vont dans une espèce de teuf où il y a du cul partout, enfin genre même Blade 2 c'était du pipi de chat à côté quoi. Et du coup il va faire renaître le démon et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va suivre à peu près le même cheminement, c'est-à-dire que tu regardes ce Devilman là ou que tu lis le manga des années 70, c'est la même histoire en fait, ils arrivent au même point, mais ce qui est intéressant c'est le traitement d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui a les réseaux sociaux, que le bullying est beaucoup plus présent aujourd'hui qu'il y a 30 ans. D'ailleurs, non, attends, cette série, elle a presque 50 ans, je suis en train de me demander. Donc ouais, je recommande fortement Devilman Crybaby, si tu as 16 ans et plus, mais j'imagine que la plupart de nos auditeurs ont 16 ans et plus quand même. Et c'est sur Netflix, et voilà, ça c'est dans les dernières séries que j'ai vues. Sinon, je suis assez peu client de Japanime ces derniers temps. Il faut vraiment avoir un pitch d'enfer. Kill la Kill m'avait vraiment plu ces dernières années. J'ai un artbook sur mon bureau, un truc que j'ai pas nommé me dropper. J'ai un artbook de Kill la Kill en ce moment sur mon bureau par pur hasard. Voilà, quelques animés auxquels je suis en train de penser. Et bien sûr, je pense qu'il parlait de séries télé parce que sinon en film, on peut mentionner Your Name qui est quand même qui a changé un peu la face de la Japanime aujourd'hui puisque ça a intronisé Makoto Shinkai un peu comme le fils spirituel de Miyazaki, là où tout le monde attendait Hideaki Anno, finalement c'est plutôt Makoto Shinkai qui après des années de bricolage et d'avoir fait de dessins animés tout seul, ce mec là il faisait des longs métrages tout seul quoi, et d'un coup il a un vrai studio et des gens et des moyens pour financer ses projets, je trouve ça vraiment chouette. Donc il y a quand même la Japanime, c'est encore l'endroit où il y a de l'innovation encore dans le cinéma japonais. Le cinéma japonais, on l'a souvent dit dans Super Ciné Battle, il traverse un cap très très difficile parce qu'il y a beaucoup d'adaptations de mangas en live et c'est toujours nul. Il y a de moins en moins de bons acteurs puisque tous ces jeunes acteurs ils sont formés comme si c'était des hosts et donc du coup ils sont juste beaux et puis c'est juste ça. Donc ouais, il y a un vrai problème dans le cinéma japonais et heureusement il y a la Japanime qui est l'endroit où on peut faire des choses comme ça. Je suis quand même assez ravi que Netflix, ils utilisent leurs millions à financer ça plutôt que Bright.
Ben écoute, Ça va, je retombe sur nos pieds là. Ouais, tu retombes sur nos pieds. Ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé la série Castlevania de Netflix et qui est sur ma liste et qu'il faut que je regarde. Ah merde, j'en suis au 3e épisode, faudrait qu'on se le regarde. Si un jour on se fait un Et en plus, il épisode y en a que Castlevania. 4, donc tu dois. Ben, faudrait qu'on fasse un épisode Castlevania. Ça fait des mois qu'on en parle. Ce serait bien s'il y avait un nouveau jeu Castlevania qui sortait, mais malheureusement, je crois que c'est mal barré. Je pense que c'est mal barré. On le fera pour la sortie du truc de Iga sur Kickstarter là. J'ai déjà oublié le nom. Alors qu'en plus, il m'envoie un mail par semaine quasiment. Il y a que j'ai croisé, je crois, l'année dernière en plus. Bah écoute, moi j'ai backé le truc, donc j'attends de voir. Non, mais Iga, c'est un vrai gars qui fait des jeux. Hein. Lui, il s'est pas tiré avec l'argent. J'espère que ce sera mieux que Mighty Number 9. Bref, Ouais. encore une question comics de MMM qui demande quelle série de comics cool pour du gamin de 5, 8 et 12 ans dispo en français. Alors dispo en français, malheureusement, je vais pas être très bon là-dessus. C'est encore pour toi. Ah vraiment? Bah écoute, ça te laisse dispo le en temps français, moi j'en sais ça te rien, laisse- c'est ça le problème. Ça te laisse le temps de chercher. Alors, pour des gamins, alors je suppose qu'il a parlé de garçons, quoi. Non, il a pas dit pour des d'accord. gamins, donc ça peut être garçon-fille, peu importe. Alors moi je commencerai déjà Battling Boy. Battling Boy, c'est un projet de Paul Pop et c'est l'histoire d'un gamin dans un monde surnaturel. Alors Paul Pop, c'est plutôt un mec qui est plutôt habitué aux bandes dessinées très arty. Et là, en fait, bah, il recycle complètement son style pour faire le truc le plus lisible par un gamin. Et en même temps, c'est génial quand t'es adulte. Mais voilà, je recommanderais Battling Boy. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le comics Marvel et DC? À pas confondre avec Pol Pot, hein, beaucoup moins orienté gamin. Oh, t'es bête. Il y a, je crois que ça a été publié Alors, le problème, c'est est-ce que ça a été publié en France ou pas? Je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a toute cette génération de comics Batman Adventures qui sont des adaptations. Je crois qu'ils sont dispo chez Urban. C'est les adaptations, en fait, plus ou moins de la bande dessinée du dessin animé de Bruce Timm. Et du coup, bah, ça respecte. Si les gamins sont en âge de regarder le dessin animé, et bah, ils peuvent lire la BD. La BD, elle est à peu près du même acabit. C'est vraiment, il y a vraiment c'est en plus, je crois qu'il y a un de mes dessinateurs préférés qui s'appelle Ty Templeton dedans. C'est vraiment super chouette. Si tu peux lire Batman Adventures, ton gamin, il est verni. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre à des gamins? C'est difficile. Moi, je regarde mes étagères là, je vois Saga, je vois Defender, je vois Sex Criminal, je me dis c'est pas vraiment pour les enfants. Ah, alors j'en ai un autre, Jem et les hologrammes. Jem et les hologrammes, oui. très très bon comics, sorti en français. Et je dis ça comme ça, je ne touche pas d'argent dessus. J'ai fait la postface du 2e volume de Jem et les hologrammes, donc vraiment je m'investis. C'est vraiment très chouette. Ça peut être lu par un garçon, par une fille. Ça peut être lu à n'importe quel âge. C'est cool si tu es adulte. Si tu as connu la série, c'est cool. Si tu n'as pas connu la série, c'est cool. Et si tu peux, c'est vraiment accessible à tout âge. Vraiment, c'est vraiment super. Et en plus, ça a J'ai été une un question. peu. Ouais. Vas-y, termine. C'était pas sur Et en le plus, thème. ça a été mis au goût du jour, c'est-à-dire à la conscience que bah, l'homosexualité ça existe, ce qui était quelque chose qui n'existait pas à l'époque dans la série télé, et que la mixité existe, qui était un truc qui est un peu délicat encore à la série télé des années 80. Et bah du coup ça a été vraiment mis au goût du jour, c'est vraiment super chouette. Si t'as des gamins de 12 ans, vraiment c'est super bien. Qu'en est-il? On en est à 3. Ouais, ma question, Daniel, qu'en est-il des crossovers DC Looney Tunes? Ah mais oui, tu veux dire Scooby-Doo Batman, ce genre de truc, Scooby-Doo je sais pas, Wonder moi Woman. j'ai vu un truc dans un de tes tops avec Elmer Fudd, donc je me demandais. Ah, alors non. Ah, d'accord. Scooby-Doo Wonder Woman, très très bien. D'accord. Très très bien. Donc c'est Hanna-Barbera DC. Tous les Hanna-Barbera d'ici, c'est très très bien. Je sais pas si c'est sorti en français, mais c'est très très bien. Si c'est sorti, ça doit être dans leur version en ligne, tu sais, en webcomics, quoi, en truc que tu télécharges sur ton iPad. Mais par contre, Elmer Fudd Batman, non. Elmer Fudd Batman, c'est un drame. C'est l'histoire de Fudd qui est traumatisé et qui veut et qui a été bully pendant des années par Bugs et qui se met en tête de le pourchasser. C'est une parodie noire, genre glauque noir de Elmer Fudd, quoi. D'accord. Et adapté dans le monde noir, c'est plutôt, imagine-toi plutôt Gotham Central meets Warner Bros.
Alors du coup j'ai une idée, dispo en français, et ben toute la dynastie Donald Duck et tout ce qui est histoire de Picsou, tout ça, c'est du comics qui fonctionne parfaitement pour des gamins de 5, 8 et 12 ans. Et la nouvelle série DuckTales, quand elle sera éditée en français, sera parfaite aussi pour des enfants. Ah, quel super comics d'ailleurs, et vraiment le comics de une nouvelle série DuckTales et il est sublime. Mais rien qu'avec les 24 volumes de Donald, il y a déjà de quoi faire. Moi, je sais que j'ai de la lecture pour je sais pas combien d'années parce que j'ai pas fini les. Oui, ils ont tout fini de ressortir en français, c'est ça. Ça y est, les 24, l'intégrale Karl Barks est sorti. Ça y est, le 24e est sorti genre le mois dernier. Et puis chez Don Rosa pour Picsou, il y en a 7. Donc ça aussi, c'est du solide. Et ça y est, c'est complete. Et c'est complet, ouais. Ah bah c'est vraiment chouette ça. Faudrait qu'on se fasse un épisode Donald. on a déjà fait. Donc finalement, je pense qu'on peut passer à la... on avait des trucs. Voilà. Est-ce qu'on passe à la suite? On va passer à la question suivante. Bah vas-y, Lila, hein, je te... Non, je t'en prie. D'accord, alors, question de Dark Ellie. Il pose une question un peu personnelle, Daniel, sur ton enfance et ton rapport avec la Russie, et on a dit qu'on allait la garder pour plus tard. Ouais, c'est vraiment... On en fera peut-être un épisode entier sur la Russie, en fait. Si je vais en Russie et qu'on le fait en direct de la Russie... Ça pourrait être marrant. Et qu'on n'est pas censuré, ça peut être rigolo. Mais Dark Ellie avait d'autres questions plus techniques. Micro, logiciel d'enregistrement et logiciel de montage. Alors en micro, on a des Yeti Blue, tous les deux. Qui je sais plus combien ils coûtent, mais c'est pas les plus chers et c'est de la bonne cam pour du podcast. Je crois que c'était 150 € max. Ouais. Et logiciel d'enregistrement et de montage, et ben comme on est des clodos, on utilise Audacity, car je n'ai jamais pris le temps de me mettre à Reaper, qui je m'en doute serait beaucoup plus intéressant. Mais déjà, il faut savoir que quand on a commencé Reaper sous Linux, c'était pas encore ça. Que maintenant il y a une version, mais que moi je tourne sous Linux, donc évidemment j'utilise ce que j'ai, ce qui est à dispo. Donc voilà, pour l'instant Audacity et on en chie grave. et surtout une autre chose, c'est que ça c'est pour le futur, mais on espère, en tout cas de mon côté, j'espère modifier un peu les qualités d'enregistrement, passer à, comment on dit déjà, une table de mixage. Une table de mixage. Passer par une table de mixage quand on aura des invités, en fait, voilà, c'est un budget, mais la il faudra... table de mixage quand tu auras des invités, clairement ça changera la donne. Voilà, il faut. Je pense que ça sera un impératif. J'avais dit lors d'une émission de radio qui parlait des podcasts, j'aurais dit, vous savez quoi, la qualité audio, c'est de la politesse. Et nous, on est vraiment pas très polis. On fait ce qu'on peut, mais voilà. On fait ce qu'on peut. On a vraiment un matos. Quand je leur ai dit qu'on montait sous Audacity, ils m'ont regardé comme si j'étais un clochard. C'est vraiment. mais voilà, on fait avec vraiment des tout petits moyens. Et tu sais que même Reaper pour certaines personnes, ça fait clodo. Hein. T'as des gens qui vont monter avec Logic ou avec des choses comme ça, quoi. Donc nous, on est vraiment, on est en bas de l'échelle, on va dire. Voilà, on est en bas de l'échelle. Et voilà, je crois qu'on a suivi. Ah, et si tu veux savoir un peu techniquement, mon micro est posé sur un bouquin de Kenzaburo Oe. Note de Hiroshima, donc voilà, mon micro est posé sur un prix Nobel. Et moi, mon micro est posé sur une table, donc tu vois. Ah non, mais ça c'est toi qui m'avais dit pose ton micro sur un bouquin comme ça. Ah, pour les vibrations. Y a du prix. Ouais, pour les vibrations. Voilà, on est à ce niveau de bricolage, quoi. Et ultime question de Dark Ellie, est-ce que c'est notre truc les parcs d'attractions? Ben moi je suis Team Six Flags, et toi Daniel? Je vais pas de moi-même au parc d'attractions, il faut que ça soit les gens qui y aillent et qui disent on y va, mais sinon j'irai pas dans les parcs d'attractions en fait. Moi j'ai mon pass annuel à Six Flags, donc voilà. On peut passer à la suite. Ça coûte combien? Le pass annuel, tu peux le gauler à $80. $80 par an? Ouais, il y a des offres. Tu y vas souvent? Bah j'y vais au moins 2 fois par an, donc je le rentabilise. Et ça coûte combien sur place, tu m'as dit, c'est? Dans les $80. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Bah après, le truc c'est que j'ai l'impression d'en faire vite le tour en fait. Je préfère passer plus de temps avec mes potes, mais si c'est pour faire je sais pas, il faut que ça soit en groupe forcément. Mais en même temps, je vais te dire un truc, j'ai un pote qui m'a dit là il y a pas longtemps, viens, je vais à Aqua Boulevard le soir, il y a personne, ça coûte 10 €. Je me suis dit putain, pour 10 € aller à Aqua Boulevard, ça vraiment un chouette délire. Voilà, si tu me proposes Aqua Boulevard pour 20 balles, je veux bien y aller, quoi. Donc, question suivante de Martin Gamera. Question sérieuse. Bonjour Martin, c'est un ami. Salut à Martin. Quelles sont vos plus grandes passions en dehors de tout ce qui a trait à la pop culture? Vas-y, commence. Non, lance-toi.
D'accord, moi en fait, j'ai fait du roller pendant presque, ouais, on va dire au moins 15 ans. Quand j'étais plus jeune, je faisais ce qui s'appelle du roller agressif, donc avec des tricks, des figures, du halfpipe, des trucs comme ça. Je me suis un peu calmé là-dessus, surtout parce que il y a eu toute une période où j'ai arrêté d'en faire, mais j'ai toujours été assez attiré par tout ce qui est glisse. Donc ici en Californie, je fais du surf, je fais du skate. Je dois racheter une paire de rollers et ça se voit aussi dans les jeux vidéo auxquels je joue. J'ai joué à Steep, je fais du snowboard quand je vais à la montagne. Donc voilà, je suis très branché glisse. À toi, Daniel. Et c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, la glisse, en dehors de ce qui a trait à la pop culture. Ah, j'en ai pas mal, moi, de passion en dehors de tout ce qui est pop culture. D'abord, je suis passionné de sport aussi. Et ça fait plus de 10 ans que je fais du yoga. Et alors, je suis témoin, tu m'as traîné à du Bikram yoga où j'ai cru mourir tellement il faisait chaud et tellement c'était intense. Notre amitié a failli s'arrêter là. Ah non oui, pas parce que tu m'en failli, non pas parce que tu m'en aurais voulu, parce que je t'ai vu cuire. C'était dur. Et en plus, il y a un truc qui est fou, c'est que le regard des gens sans lunettes, t'avais pas tes lunettes, et le regard des gens sans lunettes, il a l'air, surtout les gens qui sont habitués à porter, il devient vachement plus sévère. Du coup, ton regard, putain, j'ai cru que t'allais me tuer. Attends, je vais expliquer vite fait pour les gens qui connaissent pas. Le yoga Bikram, c'est donc un yoga qui se fait dans une salle qui est chauffée et volontairement humidifiée. Donc c'est extrêmement humide et il fait une chaleur à en crever, quoi. C'est 100% d'humidité et 40 degrés. Voilà. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je suis en ce moment en convalescence, j'ai mal au dos et je suis en pleine kinéthérapie. Et donc maintenant... donc le yoga, t'as un peu... Non, c'est pas le yoga en fait. Non, c'est parce que je faisais du crossfit, souviens-toi, fin d'année dernière. Et j'ai été un peu trop comme un bourrin et pas assez safe. Notamment pour les développés couchés, c'était les haltères qui m'ont niqué. Ouais. Et genre il fallait faire des séries, genre c'était débile. Et en fait j'ai senti mon dos faire mal et j'ai fait ah non. Et puis ensuite j'essayais de me lever et j'arrivais plus à me lever. Donc voilà, je suis en convalescence depuis 2-3 mois. Et mon kiné m'a donné plein de conseils de remise en forme et surtout il faut que je travaille certains muscles en particulier. Et donc du coup maintenant je fais beaucoup d'abdos et je travaille. Voilà, je me sens obligé, et c'est pas par pur plaisir là, en l'occurrence, c'est qu'il faut que je le fasse pour essayer de me blinder pour la suite. Ceux qui m'ont vu à Toulouse ou à Paris lors des séances de dédicaces, je pouvais même pas soulever un bouquin en fait, c'était vraiment terrifiant. Ah non, c'était à ce niveau-là de douleur. Et là, ça va un peu mieux. Et au fur et à mesure, tu sais, je vois en fonction des courses que je fais. Si j'arrive à porter du lait ou quelque chose, c'est bon. Ouais, c'est la teuf. Donc voilà, ça c'est pour le sport. Sinon, j'adore cuisiner. Vraiment, je prends un plaisir fou à cuisiner. Et en fait, j'aime tellement de choses très bizarres en fait. Les gens le savent pas, mais après j'ai des fascinations, des lubies, des genre tout d'un coup, je vais me mettre pendant 5 ans de ma vie, j'ai collectionné les directs matins. Tu vois, c'est vrai. De 2007 à 2012, je collectionnais les directs matins, ça me hantait, je rentrais dans le métro et je prenais les l'époque où on s'est connus, je suis témoin. Non, mais c'était très flippant en fait. Et donc j'ai beaucoup d'autres activités en fait en dehors de ça, hein, dont la cuisine. J'espère que cette réponse a été satisfaisante. Non, c'est une réponse très satisfaisante. Après, j'adore la musique, mais tu vois, pas de manière aussi... Tu vois, quand j'entends les goûts musicaux de papa, je suis beaucoup moins pointu. Ouais, je peux écouter des trucs vraiment de guilty pleasure. Et puis, bien sûr, évidemment, tout ce qui a trait au cinéma. Tu sais, maintenant, est-ce qu'on peut dire que maintenant, je regarde un western? Est-ce que tu peux dire qu'un western est de la pop culture? Je sais pas. Donc voilà, tout ça est un ensemble de masse culturelle. Voilà. Écoute, très bien, on va passer à la question suivante, je te laisse la lire. Attendez-vous le film Avengers Infinity War, et ne pensez-vous pas qu'après la clôture du chapitre 10 ans après avec Avengers 4, le MCU va commencer à s'essouffler? Question de Florian Fun Comics. Merci Comics. Florian. Tu veux commencer, je commence? Je pense que oui, ça commence à s'essouffler, mais déjà maintenant, en fait. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a une recette, et en fait, pourquoi ça commence à s'essouffler, c'est que, même les autres films reprennent la méthode, en fait. C'est-à-dire Avengers a eu une influence aussi sur Star Wars. Tu regardes le dernier Star Wars où il y a plein de moments comiques,
En fait, ouais, voilà, c'est qu'à un moment, c'est ça qui faisait le charme des films Marvel, c'était que des films de super-héros, mais qui se prenaient pas trop au sérieux. Et donc, DC a essayé de faire la même chose. Mais donc, Star Wars au a début, essayé de faire la DC même essayait chose. de faire l'inverse. Au début, ils ont essayé de faire des films qui se prenaient vachement au sérieux, justement. Et qu'ils ont compris que la bonne méthode, c'était de faire un peu de LOL. Mais tu regardes le dernier Star Wars, et il y a des apartés comiques qui sont à peu près de niveau Doctor Strange, quoi. Qui sont un peu d'humour à froid, d'humour un peu de on peut même décalage. Il y a une blague niveau Mel Brooks avec le fer à repasser. Il y a une blague niveau Mel Brooks. Enfin, il y a plein de choses différentes qui font que tout d'un coup, tous les films commencent à se ressembler. Même, je pense, j'ai pas vu encore Jumanji, mais je pense que Jumanji va un peu dans cette mouvance-là. Même le Godzilla, le dernier Godzilla qui lui, tu sentais qu'il y avait un réalisateur qui quand même, pas Godzilla, pardon, je pensais à King Kong, tu sais, le dernier Kong, là. Ah oui, Kong. Ouais, et tu sens qu'il avait quand même envie de faire son propre film et qu'on lui a dit non, faut que tu mettes un peu de ça, que tu mettes un peu de ça. Du coup, les films commencent à ressembler à des gros patchwork. Et du coup, Avengers Infinity War, tu sais quoi, on m'a posé la question à nos ciné, c'est quoi vos films les plus attendus? Il y a 3 films Marvel cette année, il y a 2 films Fox, il y a 2 films DC, enfin tu vois, c'est genre ça n'en finit plus. Non, il y a 1 ou 2 films d'ici, je sais même plus. Donc du coup, et ça on parle que de cela, mais ils se ressemblent tous, ils finissent un peu par gaver. Le seul auquel la seule suite qui m'intéresserait comme ça, c'est Incredibles 2, quoi. Et parce que j'adore Incredibles 1, qui est un chouette film, et genre je me demande ce qu'ils vont faire de plus dans Incredibles 2. Il s'appelle comment, Les Invincibles en français? Les Indestructibles en français. Indestructibles, pardon, voilà. Voilà. Écoute, moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que l'époque où j'attendais avec impatience le prochain Marvel, elle est révolue, j'en ai plus rien à foutre en fait. Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est que je vais y aller, je vais certainement y prendre du plaisir, mais je les attends pas. Je suis pas impatient, j'ai pas de hype, je m'en tape. Quand ça sort, j'y vais, et avec un peu de chance, je vais bien aimer et trouver ça bien. Avec pas de chance, ça va être les Gardiens de la Galaxie 2 et je vais en sortir en disant c'était naze. Mais voilà, j'en espère plus grand chose en fait. Je pense que la formule elle est déjà essoufflée, elle est essorée, et comme tu le dis, quand on voit ce qui nous attend cette année, qu'il y en a je sais pas combien de prévus, comment tu veux être hypé quand il y en a 3 qui sortent la même année? Et je commence à avoir le même problème avec Star Wars, c'est que quand on a un qui sort tous les 10 ans, oui évidemment t'es hypé, mais quand il y en a un tous les ans quasiment garanti, faut pas oublier c'est tellement excitant quoi. On est la dernière génération qui a vu Star Wars au cinéma dans sa version originale. Et après, ensuite, on n'a rien eu pendant 15 ans. Tu sais, c'est ce qu'on appelait la grey area, la période grise, quoi. Tu vois, il y avait juste les jeux. L'édition originale non spéciale, je l'ai pas vue au cinéma, moi, j'étais trop jeune. L'édition non spéciale. Ah, d'accord, t'étais trop jeune. Excuse-moi. Donc, c'est moi le vieux. Mais attends, t'avais quel âge quand Jedi est sorti? Quand Jedi est sorti, 83, je suis allé le voir au cinéma, je devais avoir 6-7 ans. Ouais, moi j'avais 3 ans, donc si tu veux, c'était un peu compliqué. Non, mais en plus ils ont un peu tourné. Tu vois, moi j'habitais à l'époque près d'un ciné qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelle le Grand Pavois. Et il passait régulièrement, quoi. Il rejouait, ouais. Ouais, il est rejoué. J'ai revu Akira des tonnes de fois là-bas. Ouais, moi la première fois que je les ai vus au ciné, les premiers Star Wars, les 4, 5, 6, c'était l'édition spéciale. Ah putain, mon pauvre. Déjà. Je les avais vus à la télé avant, hein, mais ouais, bien sûr. La première fois au ciné, c'était ceux-là. Ouais, voilà, mais bon, l'édition spéciale. Je déteste ces films. Ouais, c'était déjà pas pire que la prélogie, c'est déjà ça. Mais donc ouais, pendant 15 ans, on n'avait rien du tout, on n'avait pas du tout aucun film, et là maintenant, on a eu ensuite la prélogie qui nous a essoufflé, et là maintenant, on en a un par an, et on en a un par an quand on a de la chance. Ah oui, de Star Wars, tu veux dire. Oui, un par an de Star Wars, et en plus, qui commence à communiquer dessus un an avant pour nous dire, oh là là, ça va être de la merde, les gens vont pas être contents, on va pas se faire de blé. Tu sais quoi, pour tous ces films-là, j'ai pas de larmes, je m'en fous en fait de tous ces films. Ça me fait beaucoup plus mal quand je vois il y a un film que j'aime bien et que justement, je prenais l'exemple de Speed Racer, mais tu vois, il y en a plein d'autres, des films qui sont pas salués par la critique et ça peut être Speed Racer, je sais pourquoi. Hein. Non, mais tais-toi. Mais Speed Racer ou Les Fils de l'Homme, tu vois, qui sont des films qui ont pas trouvé leur public au moment de leur sortie. Alors, et pourtant, ouais, Les Fils de l'Homme, c'était un succès critique, je pense, mais il s'est rétamé au box-office. Voilà, il a pas.
les gens se sont pas rendus compte de la pertinence et de l'importance de ces films à leur moment de sortie, quoi. Pour eux, j'aurais une pensée vraiment émue, et surtout, en plus, Speed Racer qui a ensuite un peu, les frères, les Wachowski, ensuite, ils sont partis en vrille d'eux-mêmes, quoi. Ils ont fait leur propre ciné, et c'est une carrière assez, c'est une courbe de carrière assez intéressante dont on pourrait discuter de longues heures, mais voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai plus de pensée pour tous ces films qui manquent leur public et qui ne feront pas d'argent, alors que Star Wars, quoi qu'il arrive, ça fera son blé, il y aura forcément des gens qui vont y aller, et pour éreinter des gens, c'est comme on dit, les ventes de Astérix, du dernier Astérix sont moins bonnes, ça reste quand même ça commence à 1,3 million quand même, ça va, je vais pas chialer pour ces gens-là, quoi. Ouais. Ce qui m'intéresse plus, c'est les auteurs de BD, et auteurs de BD, c'est pas évident aujourd'hui de gagner ta vie en étant un auteur de BD. Donc, voilà, il y a plein de gens qui sont vraiment plus dans la mouise qu'eux, quoi. Donc, fuck le système. Fais attention, hein, tu vas aller manifester avec les lycéens si tu continues comme ça. Ouais, j'arrive pile à l'âge. Question de Louise Lagadec. Et si vous jouez à Pokémon, avez-vous des théories sur Pokémon Switch, gameplay, whatever? Avez-vous un jeu, une génération et un Pokémon préféré? Je n'ai jamais joué de ma vie à Pokémon, je passe mon tour, c'est à toi. Alors, j'ai des théories sur Pokémon Switch. Alors, il y a un truc qui va être évident dans la carrière de Pokémon, c'est que ils vont pas pouvoir continuer de le faire très longtemps sur 3DS. Non pas que... c'est-à-dire que la console commence à devenir un peu vieille, en fait. Bah ouais. Et un jour, il va se passer... il va se passer que elle sera plus soutenue, la 3DS. Là, ils ont sorti la New 2DS l'année dernière pour Dragon Quest 8, quoi. Mais sinon, un jour, la 3DS va s'arrêter. Donc, du coup, on arrive à une position où Nintendo n'a pas vraiment de console portable. Donc, de facto, ils vont le faire sur Switch. Qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas encore. Mais je pense que pour la première fois, ça sera vraiment un Pokémon sur console de salon et en portable. Je pense que peut-être, mais le truc, c'est que quand même la Switch est quand même super chère par rapport au public visé par Pokémon. Donc, il y a un vrai problème dans le futur de la saga, puisque c'est un rendez-vous annuel. C'est à chaque fois une nouvelle génération pour une nouvelle génération de gamins. Ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer, et la clé, ça va être ce qu'ils vont annoncer cette année. Est-ce que tu penses, et là on extrapole vachement à partir de la question, mais est-ce que tu penses que Nintendo va essayer de conserver une gamme portable pure en plus de la Switch, ou est-ce que tu penses qu'avec la Switch on a atteint la convergence et que désormais il y aura plus salon portable chez Nintendo? Ça serait logique, et je trouve que ça serait vraiment intéressant de leur part de faire une Switch une Switch plus petite, en fait, une Switch pour kids qui fasse exactement la même chose, parce qu'en fait c'était deux marchés qui commençaient à se vampiriser, en fait. Il y avait des super jeux 3DS au moment où il y avait rien sur Wii U, et je pense par exemple à Kid Icarus qui est sorti sur 3DS, qui est vraiment un super jeu, mais il aurait cartonné aussi sur Wii U, en fait. Et j'aurais adoré, en fait, d'y jouer sur tablette, en fait. Donc ouais, je pense genre une Switch par exemple qui serait purement portable, où il y aurait pas de dock mais qui aurait la même techno pour pouvoir permettre aux enfants de jouer en portable, et surtout aux enfants de jouer au portable, de l'emmener plus facilement. Ouais, ça serait vraiment intéressant. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont annoncer, et je pense que ça sera dans l'année, en fait. Même si la Switch se vend bien, il faut faire quelque chose pour le marché de la 3DS, qui va commencer à s'estomper un tout petit peu quand même. Bah, c'est vrai qu'elle commence à accuser son âge. Bah, et franchement, quand tu la vois, elle fonctionne, quoi, mais ça fait un peu pitié à voir. En plus, elle a que 3 heures de batterie, c'est vraiment pas des masses. Enfin, surtout la mienne. Ça commence à faire un peu cradingue, alors que tu pourrais avoir la même techno embarquée dans plus petit, quoi. C'est ça qui est un peu fou. Ouais. Mais c'est pas complètement idiot, effectivement. Bon, on en est à 1 heure de questions. On va, je pense, bientôt conclure. On va s'en garder 2. Allez, je te laisse lire l'avant-dernière. Tu seras sûrement papa dans les années qui viennent. Qu'est-ce que t'en sais? Quel sera le premier film que tu voudras montrer à ton enfant? Voilà, on aurait pu commencer par cette question-là. Que tu peux donner une réponse selon sexe ou pas. Allez, Benjamin, c'est à toi. Oui, alors la question était adressée à moi, de la part de Kout, qui est un ami. Écoute, je ne sais pas si je serai sûrement papa dans les années qui viennent. Peut-être que Daniel le sera avant moi, j'en sais rien. Si j'avais un enfant, quel est le premier film que je voudrais lui montrer? C'est compliqué parce que il y a plein de films que j'aurais envie de montrer. Mais le premier, ça veut dire que c'est assez tôt, quoi. Ça veut dire que
Moi, je peux te Déjà, le dire. Hein. Quel est l'âge auquel tu estimes qu'on peut montrer un film à un enfant, quel que soit le film? Parce que faut savoir qu'un enfant, quand il est jeune, il aura pas la patience d'aller jusqu'au bout d'un film. Ouais, mais moi, je sais ce qu'est le premier film que je vais lui montrer. Le 7e saut de Ingmar Bergman. J'allais dire Solaris de Tarkovsky, mais en fait, tu m'as battu. Tu vois, mon fils? C'est Max von Sydow. Écoute, ce sera forcément Totoro, mais je ne saurais dire à quel âge je lui montrerai. Alors, c'est nul comme question parce que c'est les gamins qui font leur programme. C'est vrai. Et il va voir Netflix et tu sais quoi? J'avais ma filleule à la maison l'autre jour et bah du coup, c'est elle qui a choisi le truc qu'on allait regarder et on a regardé une série. Attends, il faut que je google juste pour bien être sûr que je dis pas de nom. Ça En fait, s'appelle- elle avait la télécommande, t'es parti de la pièce à regarder l'âne trop, t'es revenu à regarder Basic Instinct. Non, merde, j'ai complètement oublié le nom de cette série. Merde. C'était Attends, 2 secondes, je vais Ah, mais regarder c'est une série, Netflix. pas un film. Parce que la une série. question du film est vraiment spécifique, parce qu'une série durant moins longtemps, c'est plus facile. Ouais, bien sûr, attends, bouge pas. Je me connecte sur Netflix Kids pour savoir ce qu'on a regardé ensemble. Parce que c'est dans ton historique. C'est dans mon historique. C'est Miraculous. C'est pas Mysterious, c'est Miraculous. Est-ce que tu connais Miraculous? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un... Oh putain, mais il faut que tu découvres Miraculous, quoi. C'est une série où il y a une fille qui se transforme en Catwoman coccinelle. D'accord. Et le mec se transforme, ça s'appelle Tales of Ladybug et Cat Noire. C'est la traduction. C'est prometteur. Et ça se passe à Paris. C'est un Sentai qui se passe à Paris où la fille se transforme en fille coccinelle. Et son pouvoir, c'est d'avoir une espèce d'anticipation sur le futur. C'est-à-dire, elle voit le futur immédiat, elle peut déduire où est-ce qu'il faut tirer, où est-ce qu'il faut balancer quelque chose et tout. Et c'est des problématiques de petite fille, puisqu'elle se transforme comme Sailor Moon et tout. Il y a une transformation comme Sailor Moon. Le mec aussi se transforme en, pas Catwoman, mais en Catman. Mais il a une combi noire, enfin c'est hilarant. Et vraiment j'ai passé un bon moment à regarder ça avec elle et j'étais en train de me dire mais c'est vraiment super bien fait pour les mômes parce que d'abord c'est joli, les personnages sont vraiment bien écrits. Il y a beaucoup de représentation, c'est-à-dire il y a c'est pas juste c'est pas la France que 16e arrondissement, le coin du 16e. Il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de mixité. Paris est assez bien. J'ai déjà vu Paris beaucoup plus moche que ça. Je veux dire, dans Ratatouille, le Paris de Ratatouille est rigolo, mais tu le vois pas trop. Là, ils sautent sur la Tour Eiffel et ils se battent contre le méchant qui balance des ballons et qui enferme les gens dans des bulles de savon. C'est vraiment un Sentai, mais avec des gamins. Si vous avez des gamins, franchement, ça serait con de pas regarder Miraculous. Je sais pas si... Mais est-ce que ce serait le premier truc que tu montrerais à un enfant? Peut-être pas. Bah non, moi je lui montrerais Teen Titan, tu vois. Je sais pas, après, c'est les gamins qui font leur propre... Tu sais quoi, tu serais halluciné par ce que regardent les gamins, parce que j'essaie d'écouter ce que dit genre ma filleule et tout ça, pour savoir ce qui se passe, mais tu connais Macha et l'ours? Non. C'est numéro 1 chez les gamins, et c'est une série qui vient de Russie, et en image de synthèse. Il y a plein de trucs de fou, en fait. Regarde un jour Netflix Kids, et tu verras, il y a des trucs genre tu t'imagines pas, et il y a les séries de sorcières, genre les descendants de Sabrina la sorcière, enfin tu vois, il y a plein de séries, et ça, on le sait plus du tout, parce que nous, on était Club Dorothée, on s'asseyait devant TF1, à la rigueur devant la 5, et on bouffait les dessins animés, mais là, maintenant, ils ont le choix de tout, quoi. Maintenant, c'est super compliqué de suivre ce que tes gamins ils veulent. Voilà, et non, aucun de nous deux est père, mais voilà, c'est juste pour dire que ça va être compliqué. Et puis la dernière question de Hatman. Attends, je vais voir s'il n'y a pas une dernière question. Celle-là, elle est très bien pour conclure. Ouais. Une seule chanson à citer chacun, pas de contrainte autre que une seule chanson, chacun interprète comme il veut. Est-ce que tu veux commencer? Sinon, moi j'en ai une. Commence. Alors, c'est une question... J'ai l'impression de jouer à pyramide avec ça. Je prends en 3, en 2. C'est une question qui est extrêmement difficile parce que évidemment là aussi c'est une question tu sais comme on disait tout à l'heure, tu m'aurais demandé il y a 10 ans, j'en avais une qui était peut-être pas forcément la même que maintenant et en fait comme j'avais pas d'idée spécifique, je me suis dit je vais faire confiance à la science et donc je me suis connecté à mon compte Last.fm. Last.fm, pour les gens qui connaissent pas, c'est un compte qui permet d'avoir des statistiques en fait des morceaux qu'on écoute. Et donc en allant sur mon compte Last.fm, en regardant la chanson que j'ai le plus écoutée
entre guillemets de tous les temps, plutôt depuis que je suis inscrit sur Last.fm. C'est un morceau de The Beta Band qui s'appelle Needles in My Eyes. Et The Beta Band, qu'est-ce que c'est ? The Beta Band, c'est un groupe de folktronica écossais. La folktronica, c'est donc un mélange de folk, de musique électronique, de rock, de trip-hop. Et alors le morceau Needles in My Eyes est plus trip-hop qu'autre chose. Et The Beta Band a cette particularité que les gars, en fait, se sont formés le groupe en 1996 et qu'ils ont dissous le groupe en 2004 parce que, en gros, ils en avaient tout simplement marre. Ils avaient l'impression de plus réussir à atteindre le niveau de qualité qu'ils avaient à leur début. Donc ils se sont sabordés eux-mêmes. Et Needles in My Eyes est sur leur premier album, entre guillemets, puisque c'est une compilation de 3 maxi qui s'appelle The 3 EPs et qui est exceptionnel. Et c'est vraiment un très ça, très c'est bon la titre. première, la seule chanson où on te dit chante une chanson, c'est celle-là, quoi. Je la chanter, même c'est dur, c'est même pas une chanson qui est dansante ou quoi, mais c'est le morceau que j'ai le plus écouté depuis que je suis inscrit à Last.fm, et je me suis inscrit à Last.fm il y a, il y a plus de 10 ans. Donc c'est ce morceau-là, The Beta Band, Needles in My Eyes. À toi, Daniel. Moi, c'est simple, tu la connais. All Along the Watchtower, Bob Dylan. Et alors, est-ce que t'as un affect Non, particulier à expliquer j'adore ou... je pense que c'est une chanson parfaite. Je pense que c'est, les lyrics, c'est vraiment d'une symétrie, les versets, les paroles, enfin, la manière dont les se sont composés, le moment où l'harmonica, il part, je trouve ça brillant. Je trouve que c'est une des plus belles chansons de tous les temps. Je trouve que tout est parfait dans cette chanson. Voilà, il y a une espèce de symétrie très particulière, et pourtant elle va super vite. Elle est très folk, mais en même temps, elle nous parle peut-être d'un probable futur horrible. Enfin, on ne sait pas exactement. C'est d'une mélancolie. C'est une chanson à la fois mélancolique et enjouée. J'adore cette chanson. Voilà. Puis j'adore Bob Dylan pour plein de raisons très personnelles. Donc voilà, ça aurait été ça. Mais sinon, Smell Like Teen Spirit, c'est implacable. Et sinon, juste comme ça, je trouve que Mama de Queen, je pense que c'est ma chanson. C'est la chanson qu'on fait dans tous les karaokés, et tu en es témoin. Bah oui, bien sûr. Écoute, à moins que tu aies une dernière chanson bonus, je pense qu'on va en rester là parce que ça fait plus d'1 heure. Pascal Sontag, un ancien invité, nous demande: est-ce que ce monde est sérieux ? J'ai envie de lui dire non. J'ai envie de lui dire, je ne sais pas. Je ne suis pas expert en monde. Je regarde les questions qui sont arrivées après le début d'enregistrement. Comptez-vous faire un épisode sur la Dreamcast et la très oubliée Saturn ? On verra. On est très branché rétro gaming. On pourrait faire des émissions entières sur le rétro gaming. Voilà. Je suis en train de passer tout ça en revue. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique, peut-être ? Je suis nul à yach et la guitare, mais j'y joue sur Rocksmith. Moi, j'ai essayé la clarinette à un moment et j'ai lâché très vite. Je suis pas très bon. Et voilà. Malheureusement, je suis le seul qui ne sait pas jouer, d'instrument chez moi, dans la famille en tout cas. Vous m'avez traité d'abruti ? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. After Eight est un titre trop peur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Un peu plus de recos que dans cet épisode où il y avait des petites recos cachées, comme vous avez. Il y a des petites recos cachées au détour d'une réponse. Ma reco, ce sera un comics qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière. Je me demande s'il a pas gagné des prix, mais c'est pas impossible. Il s'agit de Black Hammer de Jeff Lemire et Dean Armstrong, dont le deuxième TPB, donc le trade paperback, le volume relié, est sorti il y a quelques semaines là, peut-être 2 semaines. Et Black Hammer, de quoi ça parle ? Eh bien, Black Hammer, c'est l'histoire d'un groupe de super-héros qui sont tous largement inspirés de super-héros existants. C'est très facile de les reconnaître quand on les connaît un petit peu. Et ce groupe de super-héros, alors qu'ils combattaient un autre personnage aussi largement inspiré d'un personnage existant,
se retrouve téléporté dans un grand flash de lumière dans une espèce de petite ville mystérieuse, petite bourgade rurale mystérieuse. Et quand ils essayent de quitter la bourgade, il y a une espèce de périmètre tout autour d'eux. Et l'un d'entre eux essaye de quitter ce périmètre et se retrouve pulvérisé. Et donc on comprend que les mecs sont un peu coincés là. Et on essaie on suit leur pérégrination. Et tout le mystère réside autour de qu'est-ce que c'est que cet endroit, pourquoi cet endroit, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, et je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un comic book passionnant à lire, extrêmement travaillé au niveau des personnages bien sûr, mais aussi c'est un comics d'ambiance, et donc on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le bled, et plus on obtient d'indices et plus c'est surprenant. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, je recommande très chaudement Black Hammer, donc de Jeff Lemire, qui est aussi l'auteur de Descender pour ceux qui connaissent, et Dean Ormston. Et tu dis pas à toi, Daniel? Ah pardon, à toi, Daniel. Je pensais que tu allais enchaîner. Des petites habitudes. Pour ma part, écoute, j'ai beaucoup lu de comics pendant ces petits temps de repli, et donc je vais m'en garder pour la prochaine fois. Je vais parler cette fois-ci d'un documentaire qui s'appelle The Toys That Made Us, donc les jouets qui nous ont fait. Et c'est un documentaire qui est disponible sur Netflix. C'est un documentaire en 8 épisodes où chacun des épisodes est consacré à une gamme de jouets qui a été importante dans notre enfance. Est-ce que ça parle des G.I. Joe adaptés de la série animée? Et ça parle de G.I. Joe. Le quatrième épisode est dédié à G.I. Joe et c'est fabuleux. Et ce qui est génial, c'est que ils ont eu accès aux équipes qui ont fabriqué les jouets. Ils ont eu accès à tous les gens qui sont encore vivants dans les staffs, ça c'est important, parce que le deuxième épisode qui est consacré à Barbie, donc les créateurs originaux de Barbie, ils commencent tous un peu à mourir, vu que ça fait quand même il y a très longtemps. Bah ouais. Le troisième épisode est consacré à He-Man, donc maître de l'univers. J'allais te demander s'il y avait He-Man aussi. Et puis il y a le premier épisode, c'est Star Wars en fait. Et c'est passionnant en fait, parce que du coup il se plonge vraiment dans le pourquoi est-ce que c'est pas Hasbro ni Mattel qui ont eu la licence, enfin plutôt Mattel qui n'a pas eu la licence Star Wars, alors que c'était Kenner je crois qui a eu la licence à l'époque. Oui. Et donc du coup en fait voilà pourquoi les jouets pourquoi leur histoire s'est déroulée comme ça. C'est absolument passionnant. Les maîtres de l'univers, comment ils ont tout établi, alors que ils ont écrit ça comme des BD, alors qu'ils avaient fait les jouets avant. Ce qui est un peu aussi la marque des années 80, c'est-à-dire qu'ils faisaient les jouets avant et ensuite ils faisaient les histoires après. C'est vraiment super. Il y a 4 épisodes pour l'instant, il y en aura 8 au total. Et si je me souviens bien, dans les suivants, il y a Transformers, il y a Star Trek, Hello Kitty et Lego. Et donc, ok, tu me l'as vendu, il va falloir que je regarde ça. C'est vraiment super. Alors, après, il y a des parties pris de réalisation et tout ça, mais quand même, la masse de documents collectés est vraiment très importante. Il y a des pubs d'époque, il y a des mises en situation, il y a parfois des trucs que t'aurais jamais pensé voir, c'est-à-dire l'endroit où a été moulé le premier Faucon Millennium, et tu sais, c'est vraiment fait de briques et de broc, et en même temps, c'est vraiment un tel génie pour les jouets à l'époque, quoi. Tout était fait à la main, il y avait pas d'ordinateur. C'était vraiment, c'est vraiment des super documentaires. J'ai pris mon pied à regarder tous les épisodes, Barbie inclus, alors que j'ai jamais eu de Barbie, mais par contre, ça m'a passionné d'écouter ça. Un épisode par style, c'est vraiment chouette quand même. Ah oui, non, j'ai extrêmement hâte maintenant. Du coup, je crois que je vais me lancer ça dès qu'on aura terminé d'enregistrer. Et puis, bien sûr, j'ai vu Devilman Crybaby, dont on a parlé pendant l'épisode. Je pense qu'on a fait le tour. Il faut quand même que je recommande quelque chose. C'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué aussi, toi et moi. Je pense que je parle en notre nom, si tu me permets. Mm-hmm. Et c'est un morceau de musique d'un groupe qui s'appelle Nirvana. N'a rien à voir avec Nirvana. Et c'est un morceau qui s'appelle Teen Sprite. Et alors, vous l'avez peut-être vu tourner sur Internet, puisque, évidemment, beaucoup de gens se sont émus. C'est... vas-y, explique-le. Vas-y, lance-toi. Parce que je sais que c'est aussi important pour toi. C'est Smells Like Teen Spirit passé dans Autotune et monté à une octave supérieure. Hein? Et comment dire? En fait, moi j'ai une théorie sur ce morceau et la raison pour laquelle il me révulse autant. Alors attends, il faut expliquer le résultat. C'est que le résultat, en fait, si tu augmentes ça sonne comme un morceau de Rock FM actuel.
en fait. C'est du college, c'est du pur college rock. C'est du college rock, voilà. Et je pense que c'est un morceau qui peut plaire. C'est un morceau qui, s'il était sorti tel quel de nos jours en radio, je pense qu'il fonctionnerait. Mais en fait, moi j'ai eu un mouvement de dégoût immédiat quand je l'ai entendu parce que déjà je connais le morceau d'origine. Et ma théorie, c'est que en fait, quand on est habitué au morceau d'origine, quand on a beaucoup écouté le morceau d'origine, c'est exactement comme quand on entend sa voix enregistrée pour la première fois. Le cerveau n'est pas prêt à entendre ça en fait. Le cerveau a trop l'habitude d'entendre le même ton, les mêmes intonations, les mêmes choses, mais d'une autre manière. Et donc il y a un mouvement de rejet inconscient. Et donc de la même manière, j'ai rejeté immédiatement ce morceau. Mais effectivement, là, la preuve qu'il fonctionne et qu'il est efficace, c'est que je l'ai eu en tête toute la journée hier alors que je le hais viscéralement. Donc voilà, ce qui est bizarre, je ne saurais pas l'expliquer autrement. C'est pas le seul remix qu'on ait entendu quand même de Nirvana. Moi j'ai entendu des Rape Me en easy listening. Mais là c'est pas une reprise. Là c'est qui touche exactement à l'essence de Nirvana, c'est-à-dire ce morceau qui parle du mal-être, du mal de vivre, du rejet de la société, de consommation. Tout ça, c'est réuni en un seul morceau, et tout d'un coup, tu l'exploses parce que tu mets quelques octaves plus haut. Mais parce que tu le formates, en fait, tout simplement. Parce que tu le reformates pour faire du college rock. Je trouve ça absolument hypnotique, et du coup, ça devient non seulement easy listening, mais en plus, ça devient réjouissant à écouter comme du Red Hot. C'est plus doux que du Kyo. Ah oui, non mais attends. Non mais ça sonne un peu comme c'est un peu du Weezer en fait, quelque part. Ça sonne un peu comme ça. Il y a un peu du Weezer, exactement. C'est un truc sur... Tu pourrais le mettre dans... T'as des invités, hop, tu le passes et les gens... Et personne bronchera, ouais. Sauf que les gens qui le connaissent, évidemment, ils seront choqués parce qu'ils ont l'habitude. Mais je pense que c'est vraiment cette histoire de réaction de rejet viscérale, quoi, vraiment. Enfin bref. On mettra le lien parce que faut le voir avec la vidéo, je pense que ça fonctionne encore mieux quand tu regardes le clip en même temps. En fait. Ah, je me le mets, tu sais quoi, je me le mets pour m'habiller en général. C'est hallucinant quoi, alors que c'est quand même un des meilleurs morceaux de tous les temps. Et là, ça devient une espèce de truc bizarre sous la douche. Bon, je pense qu'on a bouclé cet épisode. On s'en est bien sorti pour notre temps de préparation d'environ 2 minutes pour une fois. Vous pouvez nous retrouver sur after8.fr, évidemment sur le site officiel et aussi sur vos applis de podcast. Quix, où peut-on te retrouver toi ? Alors on peut me retrouver sur Twitter KWYXZ, sur after8.fr bien sûr, et puis peut-être dans un Parle à mon Luc proche sur un sujet que l'on n'annoncera pas ici. À toi Daniel. Putain, il y a plein de projets secrets, je suis pas au courant. Merde. Ouais, non, par là, mon Luc, t'es un peu au courant quand même. Fais pas mine. Moi, Camille Robotics sur Twitter. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Super Ciné Battle, Parle à mon Luc, MDR qui a repris et qui est maintenant diffusé le vendredi. Et je dois l'annoncer en plus, on a un enregistrement live par mois, je crois. Donc, comme l'enregistrement live s'est très très bien passé, il y a une super ambiance, du coup, c'est assez chouette. J'espère que les comédies seront assez pourries pour ceux qui viennent voir des comédies, nous voir en train de parler de comédies de merdiques. C'est vrai que vous entendre dire du bien d'un film, c'est pas rigolo, quoi. Ouais, mais on essaye aussi que ça soit bien. Celle avec Alain Chabat, ça s'est bien passé. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. J'ai écrit quelques articles pour Gamecult, et puis sinon le reste. Et bonne année tout le monde, c'est ça le principal. Bonne année, tout à fait. On se le dit pas assez. La phrase rituelle, After8FR. Laissez-nous des gentils commentaires et surtout des étoiles pour aider au référencement. Pour commencer l'année du bon pied. De ce podcast. Ouais, voilà. Si vous vous dites, c'est la bonne année, j'ai envie de faire du bien autour de moi, commencez par ça. Allez sur iTunes et mettez des petites étoiles et mettez un gentil commentaire. Ça nous fera plaisir. Et surtout, ça aide aux gens de connaître ce podcast. Tout à fait. C'est ça qui est le plus important. Car c'est ce qui propulse le podcast en tête sur iTunes et qui permet donc aux gens qui font leur shopping sur la partie podcast d'iTunes qui ne savent pas. Alors ça s'appelle plus iTunes maintenant, ça s'appelle Apple Podcast, je crois. Tu sais quoi, c'est terrifiant, on me corrige toujours, mais moi il y aura des générations de mecs qui vont dire... Si tu dis iTunes, les gens comprendront, tu sais, c'est comme les gens qui parlent encore en franc à l'heure actuelle, il y en a encore. Donc voilà, vous nous mettez les petites étoiles sur Apple Podcast ou iTunes, comme vous voulez, pour nous c'est la même chose.
Et je crois qu'on a tout dit maintenant. On vous embrasse très fort, on vous donne rendez-vous au prochain épisode et à bientôt. Et peut-être qu'on aura un vrai sujet pour cet épisode, on sait pas. À bientôt, salut. On avait plein de petits sujets quand même. Ouais, un petit sujet. Yeah.